Ok, donc bonjour à tout le monde. Nous avons le plaisir d'accueillir ici cet après-midi Karim Amelal et Wilfred Sondé, écrivains, et de l'autre côté deux représentants du groupe qui ont publié à 10 le livre collectif Les Gabrieliers, donc Gamal et Adama. Et on va discuter aujourd'hui de la représentation de la banlieue en littérature, fiction et non-fiction. J'ai des gens ici qui ont écrit un livre collectif qui n'est pas de la fiction, mais une œuvre qui raconte votre vécu collectif dans votre environnement à un moment donné. Je ne sais pas si votre vie a changé depuis ça. Et nous avons aussi Wilfred qui écrit de la fiction et Karim qui a fait de la fiction comme de la non-fiction. Donc en fait, ma première question serait quelle est la façon plus efficace ou pourquoi vous avez choisi la fiction ou la non-fiction? Donc vous auriez pu écrire un roman, vous avez préféré écrire un livre qui est plutôt du côté de témoignage, si on peut appeler ça comme ça. Pourquoi vous avez fait ce choix? C'est vrai que quand on a eu l'idée, c'est vrai qu'au départ c'est aussi un des co-auteurs des Gabrieliers qui a eu l'idée de ce livre. Quand il est parti lors d'un voyage en Angleterre en fait. Et il y avait Franklin et on dit aussi encore d'autres co-auteurs du livre qui y vivaient pour les études ou pour le foot. De là il s'est dit que la vie en fait elle éclatait. La vie faisait qu'on se séparait de plus en plus et il voulait qu'on ait quelque chose en commun. Au départ, on avait l'idée d'ouvrir un McDo halal, plus pour répondre à ma vie. Voilà, ouais, c'était ça. Mais bon, c'est vrai que c'était assez ambitieux quand on avait 17, 18 ans. C'était un peu compliqué, mais bon, on était arrivé là. Et depuis, d'autres l'ont fait. Oui, en plus, donc c'est pas plus mal. Puis on a voulu avoir quelque chose qu'on garde en commun, pas des souvenirs, enfin, mais plus quelque chose de palpable, et on est parti sur l'idée du livre. Après, c'est vrai que la fiction, je vous avoue, ça aurait été quelque chose d'un peu difficile de raconter une fiction à 10. Même si on a eu l'idée, c'est vrai, c'est qu'on voit la je te coupe, de partir sur quelque chose de purement fictif. Mais quand on a rencontré Pascal Aigret, et même quand on a commencé à avoir des premières débauches sur le livre Les Gabrieliers, c'était plus facile pour nous de parler de nos vies. Oui, je dois dire que c'était marrant parce que pour mon premier roman, j'ai été très surpris quand ils me disent que c'était un roman de banlieue. Dans le sens où, bien sûr, c'est... Moi, je voulais écrire une histoire d'amour et je l'ai inscrite dans un univers que je connaissais, c'est-à-dire un quartier avec des immeubles où il y avait des Français d'origine africaine, subsaharienne, maghrébine, portugaise, tout ce qu'on veut. Pour moi, c'était tellement un cadre normal que j'avais pas l'impression que c'était spécial. Et donc la presse a dit oui, c'est un livre sur la banlieue, tout ça. Et au final, je suis très quand même gêné par ce mot de banlieue. Je ne vis pas en France, moi, depuis 22 ans. Enfin, je suis souvent en France, mais je ne vis pas. Donc j'observe ça de l'extérieur. Et ce qui m'épate, c'est que quand on prend Paris et sa banlieue de 12 millions de personnes, 2 millions dans Paris et 10 millions autour. Donc c'est quand même... Enfin, la banlieue, si elle existe, c'est la norme. Le reste est l'exception. Mais tout est fait de telle sorte qu'on a l'impression que c'est l'inverse. Voilà. Et donc, enfin, quand moi j'écris de la fiction, parce que là où j'habite à Berlin, c'est pareil, c'est un quartier plutôt pauvre où il y a... des Turcs, des Africains, des Allemands, des Polonais, enfin, ça ne me change pas de ce que j'ai connu. Et j'ai l'impression, moi, que dans le monde, c'est plus ça qui est la norme. Donc, faire de la fiction ou pas de fiction, mais dès l'instant où j'ai envie de parler des êtres humains et de leur cadre de vie au XXIe siècle,
fiction ou pas, ben, c'est ce cadre-là. C'est une question sans doute de où réside le pouvoir et quel est le centre, quel est le rapport, les rapports de force entre le centre et la périphérie et qui dicte les causes, peut-être. Oui, oh, mais aussi c'est vrai que bon, on a, je veux dire, pour ceux qui comme moi ont grandi dans ces grands ensembles, pour ce qui est de la littérature, moi, ma mère ne sait pas lire. Mon père n'a que le certificat d'études, donc il est clair que bon, bah, comment dire, l'accès aux lettres est quelque chose d'assez récent dans nos populations, si je peux dire. Ah, donc c'est important, je crois, qu'on aille un peu à l'abordage de cette Bastille-là, mais ça dure parce que c'est le nouveau. Voilà. Et dans ton cas, ça s'est jamais posé que tu écrives autre chose que de la fiction. Donc en fait, pour toi, la banlieue, c'est un cadre tout à fait aléatoire et ça pourrait être un autre cadre. Et ce que tu voulais écrire, c'est pas un livre sur la banlieue, mais plus une histoire d'amour et c'est tout à fait par hasard que ça se passe dans un cadre que tu connaissais. Oui, enfin, moi, ce qui m'intéresse dans ce que j'écris, c'est de rendre compte des ressentis humains. Et je n'ai pas l'impression qu'on ressente les choses d'une manière fondamentalement différente parce qu'on habite à Saint-Denis ou 2 km plus loin. Hein, on essaie. Après, bon, c'est vrai que si, bon, ça avait l'air de surprendre les gens que quand en banlieue on s'aime, on est des amis, il fait nous passer. Mais ça, il n'y a pas que des phénomènes ethnologiques ou sociologiques. Il y a des gens qui aussi, c'est très important, c'était ce que je voulais faire dans ce livre aussi, ben, de parler des filles et des femmes. Parce qu'à la télé, c'est des jeunes garçons qui brûlent des voitures, qui disent on ne parle jamais des filles et des femmes. Sauf quand elles portent un voile, alors c'est terrible. Mais on ne parle pas de ce qu'elles pensent, de ce qu'elles font, parce que c'est souvent les mères qui travaillent, les filles qui ne sont pas à l'école, et on n'en parle pas. C'est le règne du catastrophisme. Enfin, je monopolise un peu la parole. Oui. Bah ouais, moi je partage tout à fait ce que vous avez dit. Moi j'ai écrit de la fiction, mais j'ai d'abord écrit, longtemps, comme j'imagine beaucoup, bricolé la fiction, écrit des petites choses, etc. Mais mon premier livre, c'était un essai sur ces sujets-là, d'identité, de discrimination, de racisme, etc., qui est sorti en plein pendant les émeutes de 2005, ce qui a fait qu'il y a eu... Et qui avait aussi un titre qui avait un titre, voilà, très provocateur, c'était Discriminez-moi, dont sous-titre était quand même Enquête sur nos inégalités, je trouve le sous-titre un peu plus substantiel que le titre. Mais moi j'ai commencé par ça, ce qui ne veut pas dire que j'écrivais pas de fiction avant, mais c'est après du coup que j'ai sorti un premier roman, qui est évidemment par définition de la fiction, que j'ai conçu comme une sorte de traduction d'essai, qui parle évidemment des mêmes choses, dont la situation est la même, le territoire, les gens, mais qui s'adresse, qui avait vocation dans mon esprit aussi, à s'adresser à d'autres gens. C'est un essai en France, un gros truc, s'adresse à, je ne sais pas si les gens le lisent évidemment, mais en tout cas, quand ils le prennent entre les mains, c'est un public voilà, de journalistes, d'intellectuels, parisiens, du centre-ville, urbain, et j'avais envie aussi de parler à d'autres gens, à ceux que je connaissais évidemment, puisque je viens aussi de là, pas que, mais encore en partie. Et du coup, j'ai pris la plume du roman, la plume de la fiction, et je suis passé, j'ai trouvé un chemin de traverse à travers la fiction, le territoire de la fiction, pour m'adresser à des gens, à ceux que je voulais en fait, ceux qui me tenaient à cœur. Et voilà, mais c'est vrai que dans mon esprit, et puis quand on écrit en fait, quand on écrit un roman, c'est ça, enfin d'abord si on raconte l'histoire, et s'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de roman. Et j'avais envie de raconter une histoire, mais plus que ça, c'est très différent de l'essai de la non-fiction. Il y a une langue, il y a sans doute une ambition qui est différente des objectifs, j'en ai parlé, le public, on cible, mais le travail sur la langue est fondamentalement différent. On
on écrit, et alors que ce soit peut-être la fiction ou la non-fiction à la frontière des deux, il y a cette question de la langue et des mots qu'on utilise, du rythme qu'on met dans la phrase, et ça je trouve que c'est quelque chose de très très nouveau dans cette littérature-là, qui n'est pas forcément banlieue d'ailleurs, mais qui est plus large que ça. Mais en tout cas, les auteurs qui s'expriment à travers cette fiction-là utilisent peut-être plus. Donc pour toi, les deux types s'adressent à différents publics. Donc est-ce que vous pensez tous aux gens qui vont vous lire quand vous écrivez? Je mentirais si je disais non, parce que la littérature, c'est aussi un milieu, c'est un business. Et moi, je sais que quand j'écris un livre, mon éditeur va lire, quand il va sortir, la presse va lire. Donc voilà, donc il y a une espèce de... Pour le premier roman, je ne savais pas, mais depuis le premier roman, oui, je sais que je peux pas mettre mon lecteur entre parenthèses, ce serait mentir, et finalement, j'assume ça, parce que une fois que la surprise est passée, que je me rendais compte que j'écrivais sur la banlieue, même si je ne savais pas, c'était important, surtout pour celui-là où c'était plus assumé, et d'essayer d'en parler d'une autre manière, d'essayer de casser les préjugés, et ils sont nombreux, mais aussi d'essayer de faire de la littérature sans que ce soit de la littérature de banlieue, parce qu'il y a une connotation fondamentalement négative dans tout ça. Donc oui, je pense, pour celui-ci, je pensais aux lecteurs français de base, qui est une lectrice en réalité à 90% de 35 ans et plus, qui a fait des études supérieures de lettres ou de sciences humaines. Oui, donc pour essayer d'insuffler d'autres choses que ce qui se dit dans la sphère médiatique et politique. Il y a, parce qu'on n'est pas très nombreux, enfin, on se dit de ce qu'on appelle les Français issus de l'immigration du sud de la Méditerranée, en littérature, nous sommes peu. Voilà. Mais peut-être qu'on est plus nombreux que notre pourcentage dans la population globale, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est peu et il faut se battre avec vraiment des préjugés. J'aurais jamais pensé qu'il y avait comme ça une catégorisation très stricte en termes de littérature selon la sociologie qui est la nôtre. On n'a pas ça au football. Hein. Mamadou Sakho, qui est le vice-capitaine de l'équipe de France, c'est très bien. Benzema en demi-chef, c'est très bien. Mais en littérature, on reste, enfin, il faut vraiment se battre pour être... Ok, donc on reviendra à la question de la littérature de banlieue, si ça existe, si c'est un terme qui serait justifié, si c'est péjoratif ou pas. Donc je vais encore vous poser la même question à vous. Quand vous écrivez, donc pour qui vous avez écrit Les Gars du Livre, qui est le lecteur que vous avez en tête, qui vous essaye de toucher, je crois qu'il y a un préface que vous avez écrit à la base, oui, c'est moi. où vous dites que vous avez l'air de vous adresser aussi aux autres jeunes. Certainement dans le sens où moi, c'est vrai qu'avant tout quand j'écris c'est pour moi, parce que je suis un grand timide. Et je sais pas, je fais que ça me fait quand je suis face à une feuille, tout d'un coup je me dis, et en fait j'écris mes pensées, mes peurs, enfin mes frustrations ou d'autres choses qui restent enfouies en moi et que j'ai pas réussi à dire aux gens que j'avais en face de moi ou qui m'avaient contraint, enfin tout plein de choses comme ça. Donc en fait c'est pour exprimer moi, les choses qu'on arrive a. C'est vrai que dans un premier temps ça peut paraître égoïste, mais c'est vrai que c'est pour moi. Après j'ai pas la chance d'avoir écrit plusieurs livres comme des auteurs qui sont là. Et c'est vrai que je pense qu'il y a même cette peur du
du deuxième et de se dire maintenant c'est pour qui et c'est pourquoi. Parce que tout d'un coup, ouais, on a peur dans le sens où, vu que c'est. Je ne veux même pas dire que c'est un premier roman, mais bon, vu qu'il y a déjà des premiers mots qui sont sortis de moi et qui ont été sous la critique, on se dit qu'est-ce que les gens attendent de nous et surtout qu'est-ce qu'on peut leur donner de mieux de mieux que ce qu'on a fait dans le premier. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'en tout cas, moi pour l'instant, il n'y en a pas de deuxième. Mais dans un premier temps, c'était pour moi. Aujourd'hui, c'est sûr que ça ne pourrait pas l'être. Parce que les gens, ils ont lu le premier, les gars de Villiers, et ils disent quand le deuxième, et comment ça va être. Et en fait, j'ai la peur de l'échec. Donc, pour l'instant, je suis. Pour l'instant, non, je suis pas. Je suis pas. Moi, je suis pas d'accord avec lui. Parce que quand j'ai écrit le livre, je savais que je voulais m'adresser à des gens, que je voulais qu'on se fasse entendre, qu'on avait certains messages. Et c'était aussi un livre anti-préjugés, pour dire que dans les quartiers, on n'est pas forcément là, on fout la merde entre guillemets, que parfois il pouvait y avoir des gens qui des troubles faits. Dans un quartier, on a en moyenne 6 000 habitants, et ces troubles faits, ils sont que 30, 20. Et que les autres, ils vont travailler, ils font des études, et voilà ce que je voulais laisser comme type de trace. Pour ce qui est un deuxième livre, moi je le relèverai comme un challenge. Et pour ma part, j'aimerais bien partir sur quelque chose de complètement différent. De passer de cette œuvre assez autobiographique à un roman. Voilà ce que je pense. Donc vous avez tous mentionné plus ou moins l'idée des préjugés et qu'il y a un discours assez diffusé sur la banlieue ou les banlieues ou certains quartiers en banlieue qui n'est pas toujours le ressenti des habitants. Et donc il y a un discours qui ressasse les mêmes clichés et souvent on parle de la banlieue surtout quand il y a quelque chose qui ne va pas et on parle rarement de la vie ordinaire et des gens qui s'aiment et en fait les pensées d'un gamin qui grandit là. Donc est-ce que vous avez eu en tête ces clichés? Est-ce que écrire sur la banlieue c'est un acte politique ou est-ce que c'est un acte purement artistique ou est-ce qu'il y a quand même une pensée La chose c'est que engagée? Oui, il y a de l'engagement, on s'adresse un peu à tout le monde, on s'adresse aussi à certains politiques, mais c'est aussi ce qu'on veut expliquer, c'est que les petites bêtises qu'on a pu faire entre guillemets, par exemple dans notre livre, elles ne sont pas plus conséquentes que quelqu'un qui sera une racaille comme nous, comme on va dire M. Sarkozy, qui va aller en garde à vue, et qui, lui, on ne va pas le traiter de racaille, entre guillemets, ou de grand bandit. Je ne sais pas comment on pourra traiter ce type de personnes-là. Et en fait, ce que nous, on veut faire à travers ce genre de livre, c'est partager une expérience. Et il y a aussi le challenge littéraire. C'est qu'à un moment, je ne pensais pas que j'aurais pu écrire ce genre de choses. Les rédactions, je les faisais simplement à l'école. Et après, ça nous a donné l'envie d'écrire autre chose. Nous, on a, enfin je dis nous parce qu'on a créé un collectif, alors après nos expériences individuelles, avec des premiers romans, etc., il se trouve qu'on s'est retrouvés après nos premiers romans, 2017, 2008, etc., et puis on partageait tous exactement les mêmes mots, le même constat, la même ambition, etc. Mais on était chacun dans notre niche. On faisait exactement la même chose avec des histoires différentes, bien sûr. Et puis c'est là que le saut s'est fait, qu'une étape a été franchie, qui dit, bon, plutôt que de continuer à écrire individuellement et à se déployer en parallèle les uns des autres, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de transcender un petit peu nos trajectoires individuelles à travers une œuvre commune, faire une œuvre commune. C'est comme ça que l'idée du collectif est née, et étant écrivain ou apprenti écrivain, ou de mots, il n'y a pas que des écrivains, il y a aussi des gens qui sont dans la musique, du rap, etc., mais qui manipulent les mots aussi. On a décidé d'utiliser la fiction parce que la fiction est aussi quelque chose de très noble en France. On s'est dit, bon, on va essayer avec nos mots, chacun autant qu'on est, de raconter des histoires
qui font sens, qui entrent en cohérence, en résonance plutôt les unes avec les autres. Mais, pour répondre à la question de Christina, notre objectif, il était effectivement littéraire et artistique, mais il était aussi hyper politique, à la fois dans la mise en commun de nos moyens, de nos trajectoires, le message, effectivement, c'est ce que je disais, oui, on avait des trucs à dire, nos textes disaient des choses, parlaient à certaines personnes plus qu'à d'autres, défoncer un certain nombre de clichés, de tabous, etc. Et ben, c'est un peu le pot commun. On a tout mis dans le même truc, et puis on a dit, bon, bah, l'union fait la force, on va voir un petit peu ce qui se passe, on va continuer à raconter des histoires tous ensemble. Et alors, c'était tellement politique comme démarche, pour le coup, qu'on a dit, non, mais il faut qu'on fasse quelque chose en plus pour vraiment leur expliquer qu'on a des trucs à dire, qu'il y en a ras-le-bol d'être rabaissé dans nos différentes cases, etc., qu'on peut se rassembler, transcender nos différences, etc. Et on a pondu, écrit une sorte de manifeste. C'est un peu une sorte, d'ailleurs, c'est un manifeste collectif qui est, lui, très très politique et qui contraste d'ailleurs énormément avec la nature de la fiction du livre, qui est un livre de fiction. Mais ça pour dire que, oui, clairement, il y avait, à travers la fiction, à travers notre démarche à ce moment-là, pour dénoncer un certain nombre d'injustices, inégalités, dont nos textes parlaient, et individuellement et collectivement, la volonté de faire œuvre politique, une action politique, pas au sens des partis, etc., évidemment, ça va de soi, mais en tout cas de nous affirmer sur la scène publique, sur la scène politique. Est-ce que ça a eu la résonance que vous avez souhaitée? Absolument pas. Absolument pas, évidemment. Alors d'abord, et ça c'est une autocritique pour le coup, beaucoup de gens n'ont pas compris qu'on accole à des textes de fiction un manifeste politique, ce qui est un vrai sujet. Donc l'autocritique, c'est est-ce qu'on a eu raison pas de faire ça, est-ce qu'on a eu raison de confondre les genres d'une certaine manière. Bon, ça c'est un premier point, et on fait notre autocritique. Moi aujourd'hui, je pense effectivement qu'on a peut-être une erreur, qu'on aurait dû détacher peut-être les deux thématiques. Exactement, autre chose, de faire comme le manifeste sur la littérature monde, des choses comme ça. Voilà, exactement, dans un média qui se prête plus à ce genre de démarche. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, ça c'est vraiment l'histoire de la taxinomie, donc la classification, comment est-ce qu'on nous classe. Alors là, ils étaient perdus, évidemment. C'était la catastrophe, puisqu'il y avait à la fois des gens qui ont fait Sciences Po, etc., qui étaient profs, des rappeurs, des gens très connus, Volkswagen, qui avait énormément de succès, ses premiers livres, mais il y avait un manifeste politique, on prenait la parole dans les médias, etc., pour dénoncer des injustices avec un discours politique, mais rien à voir avec notre fiction. Donc là, vraiment, mais ça c'était peut-être un aspect positif du truc, c'est qu'on a fait exploser, de par nos trajectoires mises en commun et nos parcours mis en commun, et la nature, l'hétérogénéité de notre message en quelque sorte, la diffraction de notre message, on a fait exploser toutes ces catégories. Ils ne savaient plus du tout, voilà, c'est un livre collectif, c'est un recueil de nouvelles, c'est de la fiction. Bon, ils étaient vraiment complètement perdus. Mais du coup, on a pris en plein dans la figure, qui êtes-vous? Et au nom de quoi parlez-vous? Et pourquoi même est-ce que vous prenez la parole pour parler? Donc la question de qui vous êtes, de qui parle, et tu renvoies vers la petite niche dans laquelle on était logé, pose la question effectivement de la légitimité, ou en tout cas de ce que les autres pensent être un déni ou un défaut de légitimité de la part d'un certain nombre de personnes qui prennent la parole publiquement par la fiction ou par la non-fiction pour dire des choses, pour dénoncer un certain nombre de choses. Et ça, c'était effectivement un point intéressant, mais qui, par la suite, n'a pas continué d'exister. C'est-à-dire que, c'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire que c'est qui parle, et en fonction de qui parle, en fonction de son destin individuel, on classe même une œuvre de fiction dans un genre particulier. Après, il faut être capable, et c'est pas forcément un mal, d'utiliser ce truc-là. La littérature de genre, on peut se plaindre et dire non, pas la littérature de genre, etc. Mais après, ça peut être aussi quelque chose qu'il faut affirmer, qu'il faut valoriser. Parce que oui, il y a un genre littéraire qui naît, qui n'est pas la même chose que ce que racontent
un certain nombre d'œuvres de fiction qui viennent des centres urbains et de la bourgeoisie, etc. Il y a des messages particuliers, des histoires, des vécus, des ressentis peut-être particuliers, même s'ils ont évidemment universels, c'est pour ça que c'est de la littérature quand même. Il y a peut-être une particularité à valoriser et à crier, en quelque sorte, avec cette histoire de littérature de banlieue, ou de peu importe comment on appelle ça. Alors, je partage ce qui a été dit, mais j'aimerais bien compléter en disant nous sommes ici à la Goutte d'Or. Moi j'étais très content de faire cette intervention ici parce que j'ai découvert la Goutte d'Or par la littérature. La Goutte d'Or, pour moi, c'était avant tout l'Assommoir, Zola. Hein? Et ce qui est fantastique, en tout cas dans la littérature de Zola, c'est qu'il fait de l'histoire de Gervaise qui lave les draps dans je ne sais pas où, et son mari Copo qui est couvreur. Il fait de cette histoire-là, comment dire, des parcours humains universels. Partout où on va dans le monde, Zola et l'Assommoir est intéressant. Pas parce que c'est la Goutte d'Or, parce qu'ils sont spécialement pauvres, mais parce qu'il a su, comment dire, il a su par ses mots, comment dire, rendre de l'humanité à des individus qui peuvent nous paraître complètement insignifiants. Toute proportion gardée, je suis très content de mon premier roman qui a été traduit en Corée. L'éditeur coréen me disait « Ah, mais comment est-ce que c'est possible que vous soyez bouddhiste ?» Moi, je lui dis « Ça ne risque pas parce que je ne sais même pas ce que c'est. » Et il me montrait, donc, il a pris mon livre, en français parce qu'en coréen, ils ont coréen, mais il me montrait alors, donc, les réflexions de mon personnage qui, au final, est un jeune d'un quartier qui se retrouve en garde à vue parce qu'en vérité, il y a eu un contrôle de police qui s'est mal passé, il a fini par tuer un flic. Et donc, les réflexions de ce jeune dans sa cellule s'inspirent du bouddhisme à un éditeur en Corée. Et ça m'intéresse. On n'est plus dans la banlieue, on n'est plus dans la cité, même si on y est, mais ça fait que tout ça prend une autre dimension. On n'est plus dans TF1, hein, on n'est plus dans le Parisien, jeune noir délinquant a tué un policier, on est dans toute autre chose. Et ça, la littérature nous permet ça. Voilà. Ça nous permet, et comment dire, c'est pas pour faire ma pub, mais ces romans vont être traduits en anglais, et ce qui a intéressé l'éditeur américain, c'est que pour lui, la France dont je parle, c'est la France du XXIe siècle. Lui, Neuilly, ça l'intéresse jamais. Voilà. Et je pense que c'est quelque chose de fondamentalement motivant pour nous tous de prendre conscience. Et moi, je suis convaincu que ce qui se passe dans un quartier comme celui-ci, à Saint-Denis, le quartier dans lequel j'ai grandi, près de Melun, où, je dis, moi, j'ai grandi avec des Marocains, des Algériens, des Portugais, des Laotiens. Il y avait une expérience humaine rare. Hein? Je ne dirais pas qu'on ne connaissait pas le racisme, mais en tout cas, entre nous, non. Et c'est quelque chose qui est un vrai témoignage pour l'humanité. Et je pèse mes mots. Voilà, et donc c'est très important pour qu'on prenne conscience de ça. Et le premier combat contre les préjugés, c'est pas de tomber dedans. C'est d'être conscient qu'on est en possession d'une expérience beaucoup plus importante et intéressante que l'image qu'on nous renvoie de nous. Ok, non. J'ai carrément envie de l'applaudir. Ça résonne pas mal avec l'expérience de Banlieue Network l'an dernier. Et en fait, quand on a fait l'expo et quand on a publié le livre de l'expo, on est plus ou moins dans cette
poser la question si la banlieue ne serait pas un peu le laboratoire de la société de l'avenir, quelque part où en fait il y a déjà une partie, une certaine France qui est déjà, et la Goutte d'Or aussi d'ailleurs, une France qui est déjà consciente de sa multiculturalité, de son multiculturalisme. Et c'est ce qui de ses racines. C'est exactement ça. Et puis le fait que la littérature porte quelque chose d'universel, on essaie tous par ça, parce qu'on écrit d'atteindre, prétend à l'universel. Mais c'est vrai, on en parlait un petit peu la dernière fois. Moi j'ai la même expérience que toi avec l'Algérie. Dans mon livre, il y a un personnage qui est très très dur et qui a un parcours très dur et qui. J'avais très peur quand mon livre est sorti en Algérie parce que. Il y a du sexe, il y a des tabous, il y a... C'est ça, c'est la catastrophe. Après, c'est tombé dessus, bref. Et en fait, c'est exactement la même expérience que toi, c'est-à-dire que je dis, la réalité que tu décris, que ce personnage incarne, c'est évidemment celle qu'il y a dans toutes les banlieues du monde, dans tous les territoires difficiles et problématiques du monde. C'est ce qu'il y a dans la cité en France, mais dans une cité d'Alger, dans une cité je ne sais où. Et de la même manière, ce qui intéresse, c'est ce que vous faites à Banlieue Network, et c'est fantastique. Ce qui intéresse les Américains, les Anglais, les Italiens, quels que soient les gens qui lisent cette littérature. C'est pour ça que j'ai utilisé cette littérature de banlieue. En fait, c'est la littérature de l'avenir. Les marges, c'est en fait peut-être même la vraie littérature, parce que c'est ce qui intéresse le monde, en fait. Le monde lit, comme elle lit énormément les auteurs francophones, cette littérature monde-là, qui parlent ou qui s'inspirent de leur trajectoire dans différents pays francophones, ils adorent cette littérature parce qu'ils parlent de la France d'aujourd'hui et par extension de leur pays aussi. C'est effectivement cette dimension universelle. C'est ce qui m'est arrivé à nous. Parce que le livre d'Igel Villiers, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un éditeur danois qui est tombé dessus sur le Parisien, sur une petite interview. Il a apprécié. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des extraits du livre et il en a fait un atelier français pour tous les étudiants linguistiques. Et pourquoi? Il nous expliquait que les problèmes, parfois des problèmes qu'on pouvait avoir en France étaient similaires avec ce qu'on pouvait avoir au Danemark. Et là, ils ont apprécié et ils nous ont proposé d'écrire un nouveau manuel de français. Et actuellement, là, on vient de boucler ça, je ne sais pas si tu l'as là. Et en fait, il y a un gros... Voilà, et il y a un gros parallèle, alors qu'on n'est pas forcément bon français. Mais on il a pris des parties en fait, et il a pris on doit faire des petites nouvelles avec des questions de la vie de tous les jours qui aident des étudiants danois qui apprennent le français. Il dit que, comme tu as dit, et c'est le mot qui revient souvent, c'est vrai que c'est en résonance souvent ce qui se passe en France. On ne peut pas croire que les jeunes, je ne sais pas, du Gabon ou d'ailleurs ne vivent pas les mêmes choses. Des fois on croit que, nous, jeunes banlieusards en France, on est tout seul. Voilà, alors que non, un banlieusard d'ailleurs dit la même chose. Je me souviens, moi, par exemple, d'un voyage au Sénégal, c'est la première fois que j'y allais, j'avais la quinzaine passée, c'est pas du tout, enfin, quand je dis c'est pas du tout pareil, mais par exemple, c'est la même galère. Alors, moi, je voulais écrire sur ça, mais moi, je ne l'ai pas encore fait parce qu'il faut pas mal de recul. J'avais mon cousin, que ma tante appelait, c'était une grande chaussette. Moi, il est là, il se laisse aller, il galère. Et souvent, le soir, ils se réunissaient. Ils buvaient le thé sur les toits, parce que c'est des toits où vraiment je ne connaissais pas. Et c'est vrai que ça m'avait renvoyé à nous, l'été souvent, quand il fait bon. On reste là, on tient les murs et on passe nos soirées à parler jusqu'au lendemain matin. Et j'ai dit, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, moi j'ai toujours cru que Sénégal, c'est de là où sont originaires mes parents, pourtant j'avais jamais mis les pieds avant une vingtaine d'années. Et j'ai dit, non, ça ne doit pas être pareil que la France, alors que si. C'est exactement la même chose. Les jeunes vivent les mêmes choses que nous, mais c'est vrai que c'est sous une température ou un truc complètement différent, mais c'est exactement la même chose. C'est en ça où je rejoins tout à fait ce que vous dites, c'est en résonance. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, nous, quand on écrit ou quand on raconte des bribes de notre vécu ou d'autres, mais ça résonne chez l'autre de la même façon. Nous, on le dit ici. Et alors nous avons mentionné ce terme de littérature de banlieue. Donc ce terme existe parfois en concurrence avec d'autres termes, littérature de rupture, littérature des cités, etc. Est-ce que c'est un terme qui vous met en colère?
Est-ce que c'est un terme que vous pouvez accepter sous certaines conditions? Dépendamment peut-être de la définition qu'on peut aussi lui donner, parce que effectivement, si on entend par littérature de banlieue une sous-littérature, une littérature moins recommandable que la littérature caribéenne, par exemple, ça pourrait être une catégorie négative. Mais quelque part, si vous écrivez 3 livres et les 3 parlent de la banlieue, et le banlieue, il figure en tant que sujet principal et en tant que décor, on peut, et il y a plein d'autres livres comme ça, on peut quand même penser qu'il y a un littérature de banlieue, et quelque part, en publiant un manifeste où vous avez rassemblé des écrivains de différentes origines, dont le commutateur commun était plus ou moins de vouloir parler de la banlieue et de se réclamer de la banlieue, quelque part, vous avez même contribué à cette vision que les gens qui regardent, bon, qu'est-ce qui se passe dans la littérature française contemporaine, il ne se passe pas grand-chose, disent des fois des gens dans les tables rondes, et des fois ils disent que bah, tiens, il y a quelque chose, parce que voilà, il y a un manifeste, il y a ce qui se passe maintenant dans la littérature, c'est la banlieue. Donc, je peux réagir? C'est un peu ce que je disais au début. Si on reprend les chiffres, ok? 12 millions de franciliens, 10 millions de banlieusards, c'est un Français sur 6. Et je ne vous parle même pas d'ici, de Place des Fêtes, du 13e, c'est une architecture de béton, machin. Si vous prenez Marseille, c'est un peu pareil. Ce que je veux dire, c'est que statistiquement, le français du XXIe siècle est un banlieusard. Donc, si je veux écrire sur la France, est-ce qu'il faut que j'aille en Bretagne où il n'y a personne pour faire de la littérature qui n'est pas pour lui? Parce que si je parle de l'île de France où vit un Français sur 6, je suis obligé de parler du béton, des jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, donc c'est, comment dire, c'est la norme. Et on ne peut pas faire, on ne devrait pas faire de ce qui est la norme, en tout cas en termes statistiques, on ne peut pas en faire une catégorie d'exception. Je n'ai rien contre nos collègues écrivains français qui écrivent sur la Bretagne ou sur Lyon, mais c'est pas facile. Donc je pense que mon livre Fleur de béton qui se passe dans une cité que j'ai inventée de l'île de France, c'est beaucoup plus représentatif de la France du XXIe siècle que, sans citer son nom, de quelqu'un qui parle d'une histoire qui se passe dans un village. Tu vois de quel parle, dans un village de Bretagne où ils sont 50. On devrait plutôt dire que Nsondé fait de la littérature contemporaine et que l'autre fait de la littérature de campagne. Et c'est bon. Et dans le principe, moi je trouve ça suspect qu'on mette des catégories, alors, parce qu'après ça fait la littérature, bon, après il y a la littérature, il y a la littérature africaine, la littérature francophone. C'est un peu comme en musique, hein. Il y a la grande musique, c'est la musique classique, n'est-ce pas? Après il y a la black music. La black music, bon, ben, déjà c'est pas grand. Ah oui, hein, alors dans le monde entier, moi je voyage quand même beaucoup. Ben, dans le monde entier, on écoute de la black music, mais ce ne sera jamais la grande musique, parce que ceux qui donnent les bons points, se sont gardés la grande musique, ils nous ont donné une musique de couleur. Alors c'est... Et je pense que c'est une erreur stratégique d'accepter les catégories littérature de banlieue, littérature africaine, francophone. Non, il faut prendre la pastille de la littérature. Moi, je fais de la littérature. Voilà. Point. Avec un grand L, parce que je n'ai pas envie qu'on mette un petit L et que d'autres se mettent à un grand L. Et je finis avec ça, j'avais participé à la fête de la francophonie en 2008. Il y avait donc le président Sarkozy qui avait parlé de la France comme une grande langue. Alors moi, j'avais dit stop, parce qu'il n'y a pas de grande langue, parce que dès qu'on commence à parler de grandes langues, on va trouver des petites langues, et là on traverse la Méditerranée, et c'est pour notre pomme.
Et pour la littérature, c'est pareil. Il y a la littérature, il n'y a pas la sienne qui est celle de banlieue, celle de M. Martin qui est la littérature, non, c'est la littérature. Et après, c'est une question de qualité. Oui, je suis d'accord, mais pas d'accord en même temps, parce que le jazz, c'est devenu la musique classique. La black music, elle fait partie aujourd'hui d'une musique qui s'est complètement institutionnalisée, d'une musique qui est même d'ailleurs plus du tout écoutée par ceux qui, à l'origine, étaient les auteurs de cette musique-là, c'est-à-dire ceux des marges. Pourquoi est-ce que cette littérature-là, justement, qu'il faut bien, à un moment donné, je suis complètement d'accord hein, sur les présupposés que tu évoques, mais qu'il faut bien essayer de, parce que si on ne le fait pas nous, les autres vont le faire, c'est peut-être le problème, et de caractériser ou de qualifier. Qu'est-ce que c'est que cette littérature-là? En quoi, précisément, est-ce qu'elle est différente de la littérature de Jean d'Ormesson? Putain, elle est quand même vachement différente. Eh oui, elle est vachement différente de la littérature urbaine, égotiste, bourgeoise, parisienne, qui plombe les rayons des libraires. Elle est hyper différente. C'est ça le truc. Donc, on arrive avec une littérature particulière qui porte en elle un message universel, qui nous est rappelé par le monde entier, du reste. Pour le monde entier, c'est cette littérature-là qui est intéressante. Cette littérature-là encore, c'est-à-dire qu'il faut la qualifier, il faut la caractériser par rapport à l'autre, même si l'autre est dominante. Et le grand problème, c'est que la banlieue est partout, mais en fait, elle n'est nulle part. C'est ça, tu disais, c'est exactement ce que tu disais. Il y a un Parisien, un Francilien sur 6 qui est banlieusard périurbain, qui est 5 sur 6 qui sont périurbains, pour le coup. Il y en a la périurbanité, c'est la majorité de la population en France, mais en réalité, dans les institutions de pouvoir, dans les réseaux, dans les fait des détenteurs de code, mais là où l'élite existe, la banlieue est nulle part. Donc on est dans un paradoxe terrible où notre littérature est ultra majoritaire démographiquement par les sujets qu'elle porte. Et le monde entier nous dit qu'en fait, cette littérature-là, c'est la France d'aujourd'hui, c'est ça qui les intéresse. Mais en même temps, on est prisonnier de ce ghetto majoritaire, en quelque sorte, par le fait même de ceux qui refusent que la banlieue, source, qui est une réalité démographique, sociologique, culturelle, etc., par ceux qui refusent, une infime minorité, qui refusent que la banlieue se propage et devienne en quelque sorte une référence. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que je dis oui, évidemment que c'est terrible d'être renvoyé au début, ça me posait vraiment problème, ça nous posait problème. Quand après les émeutes de 2005, après, je cite toujours cet exemple qui est terrible, chez Stock justement, un type qui a écrit un récit de fiction, un récit magnifique, qui s'appelle Ahmed Jouder, qui a été classé, à sa grande stupéfaction, à la consternation générale, dans le truc systématiquement, c'était en sociologie. Systématiquement. Et c'était le début, et donc on se disait, là, quand même, et on a vu que parfois les récits ou les textes hybrides, et même les textes de fiction, étaient classés en sociologie ou en document. Nous, c'est pareil, c'est classé en sociologie. Et ça m'étonne évidemment pas du tout, et longtemps. Parce que le problème de cette littérature, elle n'est pas du fait de nos origines et de notre ethnicité. Si, parce que, par exemple, je pense que, entre guillemets, un blanc qui va écrire en banlieue, on ne dira pas forcément c'est un jeune de banlieue. Moi, je peux écrire un roman, aujourd'hui, comme, je sais pas, moi, Harry Potter, lui, il écrira le même roman, et moi, on me catégorisera en tant que jeune de quartier, alors qu'on vient du même endroit. Mais le problème peut être ethnique aussi. Et, tout à fait, mais ça, c'est le problème de la France. C'est pas notre problème, c'est ce que je veux dire. Ça, c'est le problème de la France, c'est un peu ce problème qu'on nous dit en permanence, de la double nationalité à tout ce qu'on veut, qui a du mal à accepter cette réalité fondamentale, que la périurbanité et les sujets de ces gens-là sont majoritaires démographiquement, et que ce qu'on porte nous, c'est la France d'aujourd'hui, et encore plus la France de demain. Et que le problème du ghetto, c'est-à-dire nous renvoyer à nos cadres, ça ne fait que perdre du temps, faire perdre du temps à tout le monde. Et c'est le paradoxe dans lequel on est. Moi je me dis plutôt, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, ça c'est l'idéal, c'est-à-dire la littérature. Mais comme il faut bien, et nous on le porte aussi, dire que notre littérature, en fait, elle est vachement plus intéressante que beaucoup d'autres,
et en fait, elle est peut-être plus moderne et plus avant-gardiste, etc., qu'une vieille littérature, bon, contre laquelle on s'érige. Il faut bien essayer de la caractériser, mais faisons de cette caractéristique-là quelque chose d'ultra positif. Évidemment. C'est ce qu'on appelle en sociologie d'ailleurs l'inversion du stigmate. En fait, c'est l'histoire des blacks américains, évidemment, qui disaient « Black is beautiful ». Faisons du truc qui nous renvoie au gang, au sens racial et historique du terme, hein, faisons de ça quelque chose d'ultra positif. Renversons le stigmate. Voilà. Et ils ont inventé ce fabuleux slogan qui s'appelle Black is Beautiful et qu'en fait est utilisé par toutes les minorités pour valoriser et sublimer leurs différences. Faisons de ça, justement, ce qu'on écrit de nos thèmes, alors même qu'ils sont majoritaires et qu'ils intéressent la planète entière, faisons de ce genre-là, de cette littérature-là, quelque chose d'absolument fabuleux, quelque chose de positif. Renversons le stigmate, en quelque sorte. C'est déjà en cours, parce que... Exactement, c'est déjà en cours. Ouais, c'est déjà en cours. Bien sûr. C'était le titre d'une exposition. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu qu'on ait même notre propre maison d'édition? Mais pourquoi pas? C'est une réflexion que certains avaient eue à l'époque. Non, c'est pas vous, c'est comment il s'appelle Sarbacane. Oui, Sarbacane, voilà, exactement. Oui, Oui, bien sûr. Oui, mais même là, ça pourrait être, parce que c'est quelque part, en fait, comment on classe la littérature. Je pense que la littérature francophone, la littérature africaine francophone a eu un peu le même problème, que pour être vraiment reçu pleinement comme un écrivain, il faut quand même réussir à appliquer dans une maison d'édition et sans être mis dans une collection à part, parce que c'était aussi les idées avancées contre collection noire de Continent Noir chez Gallimard, ou en fait certaines collections, donc on n'a pas le même statut si on est publié par la Présence africaine que si on est publié par, je sais pas, Stock. Ouais, je suis d'accord. Mais ça, c'est des trucs d'anciens régimes. C'est fini tout ça. Ce monde-là est terminé. C'est formidable, les grandes maisons d'édition, etc., bien sûr. Les problèmes qu'elles sont confrontés. Aujourd'hui, demain, ça se passera par... Les éditeurs seront numériques, ça passera... Il y en a qui émergent partout. Un type qui a fait son livre avec nous, qui s'appelle Khalid, qui a auto-publié ses livres, précisément, en disant ça, en ayant ras-le-bol des maisons, des trucs, etc., qui en a vendu 10 000 par sa propre truc, et ses propres canaux de machin, de distribution. Bon, c'est vrai, ce que tu dis, les grandes maisons, etc., très parisiennes, avec les collections, etc. Dans 30 ans, dans 20 ans, on verra, ce sera sans plus le même paysage de l'édition en France qui se sera vachement configuré à l'aune de tout ça. Oui, moi, à ce titre, il a fallu que je fasse un travail chez Actes Sud pour qu'on sorte de catégorie. C'était vraiment 3 ans de discussion, de combat, mais bon, il faut... Et là, même encore, je pense que des fois, on ne peut pas toujours être sûr, parce que l'écrivain qui a travaillé avec nous pendant la résidence l'an dernier, Mamadou Mamoudon, normalement, il n'écrit jamais sur l'Afrique. Il a un nom africain, mais il est français, et d'ailleurs, il réside en banlieue, il n'a pas écrit non plus excessivement sur la banlieue, donc il ne peut même pas être catégorisé littérature de banlieue. Ce qu'il écrit, c'est urbain et ça parle de la littérature française contemporaine, et il est publié chez Gallimard et depuis un bon moment, il a publié plusieurs romans, il a fait plusieurs maisons d'édition aussi, donc il n'a vraiment jamais été cantonné dans quelque chose qui pourrait être appelé francophone. Et pourtant, c'est dans les littératures africaines que je l'ai retrouvé l'autre jour chez Givert. Et c'est presque pour revenir, oui, voilà. Et pour revenir au problème, au parallèle avec la musique. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, la presque totalité des musiques qui sont édites sont finalement des musiques black, parce qu'avec le métissage des genres, je pense que la salsa c'est black, la samba c'est black, le tango c'est black, le hip-hop, et en fait on peut continuer. Donc, il y a plus de genres. Même le heavy metal. Ah bah si, c'est vrai. Ah si, c'est Timmy Andrés qui initie ça. Le heavy metal, mais bon, passons. Donc en fait il y a un peu le problème des labels, parce que des fois quand j'achète un CD chez Virgin, des fois j'ai du mal à trouver
ce que je cherche parce que je ne sais pas trop dans quelle catégorie ça va être. Et pareil, donc, du point de vue du chercheur, quand le chercheur va en librairie et va acheter tout sur la banlieue possible, en fait, Issa Sané, c'est un réalisateur de jeunesse et il faut encore trouver parce que c'est entre. En fait, c'est encore sous-catégorisé selon les âges. Il y a plein de choses, qu'on n'arrive pas à trouver en librairie du tout, donc il faut qu'on commande sur Amazon et encore on concourt le risque de ne pas recevoir ce qu'on a commandé parce que j'ai commandé Discriminez-moi et j'ai reçu autre chose à la place. J'ai reçu en fait un livre sur les troubles psychologiques. Comme comment ça fait quelqu'un qui s'intéresse à ça. Ah bon, se faire soigner. D'être régulier comme quoi pour les arts, on est névrosé. J'aime beaucoup ce que tu dis, hein, Karim, hein, mais c'est une stratégie possible. Tu vois. Mais quand tu dis oui, Black is beautiful, moi, comment dire, j'aimerais dire aux Afro-Américains, il faut aller plus loin que ça, parce que Black, ça n'existe même pas. Tu vois, c'est que, comme là on dit, vous venez de banlieue. Ils disaient ça dans les années 60-70, maintenant ils disent plus du tout ça. Oui, c'est passé ça, ils disaient au Baba, la société post-raciale. Oui, voilà, et donc il faudrait trouver un autre nom que littérature de banlieue, parce que là on se rendrait pas service. Je pense que c'est déjà, ça peut être déjà inventé avec la littérature urbaine ou roman urbain. Parce que, en fait, j'ai écrit un livre en 2007, ça a été publié en janvier 2008, et ça s'intitule Le roman urbain contemporain en France. Et je définis le roman urbain comme un roman qui ne sera pas non public, mais un roman qui s'intéresse, donc qui se passe dans un cadre urbain et qui s'intéresse à la vie quotidienne des gens et aux grandes questions sociales du moment, et qui se passerait dans le temps présent et qui s'intéresserait à la société du présent, mais qui aura un aspect collectif. Et finalement, je pense que la banlieue et toutes les représentations littéraires de la banlieue rentrent tout à fait là-dedans, parce que je crois que les plus grandes questions de cette société actuellement, c'est plus là-bas qu'on les rencontre. Alors, c'est pas pour être pénible, mais ce qui est gênant, c'est que quand j'ai grandi, il y avait dans le quartier avec les élèves et tout, mais tout près, pas loin, de l'autre côté de la nationale, c'est quand même la campagne, et c'est pour ça que j'aime bien la couverture, parce que c'est vraiment la fille qui elle sort du quartier et elle va vers les champs. Donc c'est la banlieue, en tout cas la grande banlieue est indissociable de la campagne aussi. Pour ça, si on appelle ça urbain, on réduit. Bon, c'est peut-être pénible, hein. Mais alors, en fait, pour confronter ton regard au regard du chercheur, du point de vue du chercheur, donc je vais écrire un livre. Je vais écrire sur quoi? Je ne veux pas écrire sur les auteurs qui écrivent sur la Bretagne. Je vais écrire sur les écrivains qui s'intéressent à des grandes questions sociales. Je trouve que ces auteurs sont plutôt urbains, donc j'ai écrit un livre sur le roman urbain, j'ai appelé ça roman urbain. Mais en fait, après, je pense que, bon, il y a de plus en plus de romans qui se passent en banlieue, donc c'est quelque chose, ça a tout à fait changé par rapport à ce que ça a été dans les années 90. Donc il y a quelque chose de nouveau qui vient d'émerger, et j'ai envie de caractériser ça, et j'ai envie de décrire ça et creuser ça. Donc le livre que je vais publier, ça va s'appeler Réalisateur de banlieue. Parce que finalement c'est ça en fait, quand je délimite mon sujet d'étude, il faut que je trouve quels sont les points communs entre les romans. Donc je vais dire que bon, c'est à partir de 2002 ou 2010 jusqu'à 2015. Et en fait, je dois dire bon, qu'est-ce qui rentre là-dedans et qu'est-ce qui ne rentre pas là-dedans. Donc je peux dire que je vais travailler sur les romans qui se passent dans la banlieue. Donc dans ce cas-là, je vous ai exclu parce que vous êtes dans la non-fiction. Donc je vais peut-être dire les récits de banlieue, parce que là, du coup, je peux vous inclure et je peux délimiter et défendre ce territoire qui serait donc le sujet de mon livre.
Donc finalement, peut-être que les dénominations ont une certaine utilité pour le chercheur et en fait on ne peut pas complètement accuser le chercheur de racisme à vouloir remettre de l'écart et d'ailleurs, c'est la critique s'éloigner. littéraire qui a inventé les genres, hein. C'est pas les auteurs qui se sont Après les mis gens, dedans spontanément. c'est quoi un genre littéraire? Parce que je peux dire que bon, ça peut être lu comme un roman d'amour, ça peut être lu comme je sais pas, un roman d'apprentissage, certains romans de banlieue, maintenant il y a des romans d'anticipation, littérature de jeunesse, donc en fait on peut dire c'est des sous-genres, et la littérature de banlieue, ça sera un sous-genre aussi, donc en fait c'est des choses qui se superposent et qui ont des similarités et des différences. Mais on pourrait trouver un terme qui s'attacherait, qui s'attacherait à l'inspiration ou à la méthode. Je m'explique, à l'époque, quand on parle de romantisme, c'est plus, on parle du focus, le romantique est l'auteur qui met le focus sur les sentiments, sur la violence des sentiments, ok? Et c'est très large. Le naturaliste est celui qui va mettre le focus sur tout ce qu'il veut, enfin, au plus réel, au plus concret, et peut-être trouver un terme qui soit assez précis et large en même temps. Donc, je pense que Karine, ce qu'il propose dans un de ses articles, c'est d'appeler ça réalisme. Oui, bien sûr. C'est un espèce de néo-réalisme, ou en tout cas une littérature. Mais en fait, les débats, on pourrait très bien aussi écrire de la banlieue sous une forme onirique ou surréaliste. Mais cette question des genres qui est terrible, en fait, on ne peut pas la trancher. Au 19e, ils avaient exactement les mêmes problèmes. Ils s'en balançaient les textes dans la figure et les accusations d'être romantistes, naturalistes, symbolistes, etc. En disant, mais toi, t'es avec les critiques littéraires et les journalistes qui organisaient, qui régentaient et qui plaçaient qui classifiaient. Et l'autre qui disait, Flaubert disait, non mais attendez, moi je suis pas du tout là, je suis là, Zola qui dit, non, naturaliste, ok, j'étais naturaliste au début, mais maintenant pas du tout, je suis plutôt réaliste, regardez ce que je viens d'écrire, et puis de toute façon ces genres, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire, parce qu'on peut pas m'en faire. C'est exactement le même, c'est exactement un truc, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, et qui vient en fait de vous, aussi, mais de ceux qui ont besoin de définir quelque chose, de caractériser, de classifier, de segmenter un marché pour le coup, mais un paysage littéraire ou un territoire littéraire. À quel morceau de quel territoire est-ce que X ou Y appartiennent? Donc, et c'est pour ça que je pense qu'il faut sublimer ce débat des classifications et des genres, etc., à travers une taxinomie qui a inventé pour la littérature culturelle, des marges, sociale, j'en sais rien, mais enfin en tout cas, essayer pas de s'élever, mais de dépasser ce truc-là en disant ce qu'on écrit, c'est la France d'aujourd'hui, quoi. Appelez-nous comme vous voulez. Ouais, et le monde, effectivement. Si vous voulez nous appeler littérature de banlieue, appelez-nous littérature de banlieue. À la limite, on s'en fout totalement, parce qu'on sait que ce qu'on écrit a une prétention et une vocation universelle. C'est ça le truc. Mais après, c'est vrai qu'on est toujours ramené à ce débat sur la littérature des machins, des banlieues, la littérature beurre aussi, parce qu'il y a aussi des très. Je ne sais pas s'il y a des littératures noires, mais peut-être. Ça, oui, oui. Mais pour les Afro-Européens, ouais, voilà. il y a des Africains, les Afro-Européens. Et c'est intéressant la littérature beurre, parce qu'on en parlait avec les premiers qui ont émergé, Azubega et compagnie des années 80, quand le terme est né d'ailleurs, après 83, etc. Mais aujourd'hui, on ne parle plus, on n'ose même plus parler de littérature beurre, ça fait ridicule. La littérature beurre, qu'est-ce que ça veut dire, la littérature beurre? Et on en parlait à fond, même Bunker et Jaidani et compagnie des années 90, qui étaient un peu les pionniers de tout ça, ils étaient catégorisés dans ce truc de littérature beurre. Donc ça avance aussi à vitesse grand V, ces catégories. On parlera sans doute de c'est des phénomènes de mode où quand il y a quelque chose qui apparaît, il faut... Bien sûr. Ce qui est certain, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors je pense qu'une façon de dépasser ça, c'est en fait de passer de la catégorie ou de la catégorisation à l'intérieur des textes et voir un peu ce que vous écrivez et quels sont vos thèmes principaux et vos façons
d'aborder vos thèmes. Donc en fait, je vais tourner vers vous de nouveau parce que j'ai trouvé intéressant dans votre livre que vous êtes fixé un nombre de thèmes. Donc en fait, votre démarche d'écriture collective, c'était vous étiez 10, ou au début peut-être vous étiez plus que 10. Et vous avez décidé donc ensemble d'écrire un livre et vous avez trouvé une personne qui vous suivait dans votre démarche et vous avez inventé donc une série de thèmes autour desquels vous avez tous écrit et après vous êtes relu et vous avez choisi les meilleurs textes qui exprimaient le mieux votre ressenti collectif sur ces thèmes. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé ou est-ce que ce résumé est plus ou moins juste? Donc comment vous avez choisi les thèmes en fonction de quoi, pour pas justement ces thèmes-là, donc les thèmes qui sont, ça commence par les origines, parce que c'était des termes qui nous parlaient, socialement. On n'allait pas écrire sur des choses qui ne nous parlaient pas pour faire plaisir au lecteur. Et donc, il fallait aussi... en fait, ces thèmes-là, ils nous ont aussi servi de thérapie. Ils nous ont appris à nous connaître nous-mêmes. Et pourquoi ces thèmes-là? Parce que c'était des thèmes qui nous ressemblaient, mais qui aussi ressemblaient aux lecteurs aussi. C'est-à-dire que les questions pouvaient être multiples. Quand c'était quelqu'un comme nous, entre guillemets, qui lisait le livre, il avait des petites anecdotes qui lui ressemblaient. Et quand c'était quelqu'un qui ne nous connaissait pas, il apprenait à nous connaître, à connaître nos origines, à connaître nos parents, à nous connaître nous, et connaître nos modes de vie. Et souvent les problèmes, comme on dit, ils sont semblables. Et on a utilisé les thèmes afin de pouvoir être répertoriés en fait. Que le lecteur puisse se retrouver dans le livre. Parce que sinon ça serait parti un peu dans tous les sens. Donc les thèmes sont les origines, la cité, le foot, le vol, la drogue, police et prison, la religion, l'amour et les filles, la politique, le racisme et l'identité, ailleurs, l'avenir et figure de quartier. Donc est-ce que c'est quelque chose qui vous ressemble? Est-ce que c'est... Parce que finalement je trouve que on sent quand même à travers cette liste de thèmes le regard de l'autre sur vous. Donc en fait, est-ce que c'est pas un peu fait exprès pour vous opposer votre regard sur vous-même aux clichés qu'on avance parce que la délinquance, la police, la religion, donc est-ce que la banlieue c'est l'islamisme, les origines, la banlieue c'est les gens qui viennent de l'étranger, est-ce que c'est pas aussi quelque part une réponse à tous ces discours sur oui, c'est pour ça que ça dépend du lecteur, c'est aussi des réponses, pour certains ça peut être une anecdote, ça peut faire sourire et d'autres personnes peuvent apprendre sur nous. Par exemple, on va prendre un cliché des religions. Pour eux, voilà, l'islam, c'est un peu la religion qui fera peur. Et nous, dedans, ce qu'on va expliquer, c'est pas de la haine que l'islam nous a inculqué, mais plutôt de la paix et un mode de vie. Et c'était aussi des réponses parce que le livre s'adresse à tout le monde. On va nous placer dans un rayon sociologie, par exemple, mais le livre, je ne l'ai pas fait pour les sociologues. Les sociologues, ils travaillent dessus sur la cité. Mais en fait, on voulait s'ouvrir pour tous les individus de la France ou du monde. Alors, je vous ai apporté deux autres livres que je ne sais pas si vous les connaissez. Ils sont parus à peu près en même temps, l'un la même année et l'autre, donc il y a un qui est 2012 et l'autre 2011, pardon. Jeunes de banlieue et Nous la cité. Donc là, c'est des journalistes qui ont interrogé 25 jeunes sur plein de sujets et ils ont choisi des jeunes de différents quartiers, donc en fait des jeunes de Neuilly, des gens de la banlieue de Marseille, des jeunes entre 18 ans et 25 ans. Pour montrer un peu que la jeunesse, ça pouvait être beaucoup de choses et la banlieue pouvait être beaucoup de choses aussi, et peut-être que ce cliché, ce mythe du jeune de banlieue n'a peut-être pas de fondement. Et donc après, le discours des jeunes qui sont interrogés sur les différents sujets, et après il y a un sociologue qui intervient pour commenter sur ce discours. Et l'autre livre, c'est un éducateur de quartier qui encadre plusieurs jeunes. Et donc, c'est plus ou moins le discours de l'éducateur qui inclut les petits textes écrits par les jeunes. Donc, votre projet se distingue de ces deux-là parce que par
la plus grande implication de vous-même. Donc en fait, le projet, c'est votre initiative et finalement, essentiellement, c'est vous qui prenez la parole et vous parlez de vous. Et il y a très peu de discours d'espoir qui encadrent ça. Donc Pascal Aiguet, qui est la journaliste qui a travaillé avec vous, introduit un peu les chapitres ou, En fait, elle nous a aidé dans la structure, le fond, les écrits. On avait déjà le début des écrits. Mais il nous fallait, entre guillemets, quelqu'un comme un manager. Déjà, on est 10. À 10, c'est pas facile. Et il nous fallait, entre guillemets, on va dire un entraîneur, un chef, un coach. qui faisait gagner un peu la discipline. C'est pas forcément de la discipline, mais... L'encadrement. L'encadrement, par exemple, on dit des choses toutes bêtes avec Adama, mais moi, dans un travail Adama, je vais lui rendre quand j'en aurai envie. Alors que Pascal, si elle me dit, il faut rendre le document lundi, bah voilà, je le faisais plus facilement. Comme là, le retard. Voilà. C'est ça que ça. Là, c'est vrai que moi, je voyais plus Pascal comme un peu Socrate, un homme coucheur de mots. C'est vrai que l'écriture, c'était quelque chose de, pour certains, pas facile, parce qu'il y en a avec qui le rapport à l'écriture, le rapport à l'école, après on peut même en revenir là, ça n'a pas été super, et même moi, je me mets dedans. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé... je ne vais pas vous mentir, le français, parce que, comme j'ai dit, j'étais timide, donc je lisais plus ou moins, et bon, c'est vrai que ma soeur m'a mis dans la lecture, en fait, avec les livres dont tu es le héros. C'est-à-dire qu'on prend le livre, on choisit telle action, on va à la page 17, ou l'autre, on va à la page 67, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de lire tout le livre. Donc c'est comme ça que je me suis enfin mis à lire. Après aussi, ce que vous disiez, et je rebondis, c'est vrai que au départ, c'était Marwan Mohamed, sociologue, qui devait nous aider pour écrire le livre. Et il s'est lui-même désengagé des projets. Voilà, et il a dit que ce serait mieux que ce soit Pascal qui nous aide. Et là, quand vous parliez, c'est vrai que ça me revient, je pense que c'est aussi l'expérience de Pascal en tant que journaliste qui a fait que, après, elle a plus ou moins soumis les thèmes. C'est vrai qu'au départ, c'était Moussi, je me souviens très bien que c'était Moussi, qui lui, très structuré, enfin, quelqu'un de très organisé, qui était parti sur, écoutez, pour que ce soit plus facile pour nous, c'est vrai qu'on va sur des thèmes, sinon, ça va pas dans tous les sens. Moi, je voulais écrire un texte pour rendre hommage à ma grande sœur, je me souviens, qui était très présente dans ma vie, l'autre qui voulait partir sur ça, non. On a plus ou moins hiérarchisé et mis des thèmes, et après Pascal est arrivé avec son regard de journaliste, et je pense qu'elle a carrément fini le truc. Après, ce qui est intéressant, c'est que les sujets dont vous traitez, ce sont des sujets, donc vous avez décidé en tant que groupe, entre vous, parmi 10 personnes, d'écrire sur ces thèmes-là, mais ce sont des thèmes qui sont très présents dans les œuvres de fiction. Par exemple, et même entre certains textes de fiction, il y a aussi des liens par des thèmes. Par exemple, la nouvelle que tu publies, Karim, dans Chronique d'une société annoncée, c'est l'histoire d'un jeune qui vit seul avec sa mère et qui n'en peut plus un jour et décide de partir voir la mer. L'idée de la mer et aller voir la mer revient aussi dans Cité à Montparnasse, dont le personnage principal est un jeune paumé de la banlieue qui devient un terroriste international et en fait qui obtient une certaine autorité et qui raconte ça à partir de sa cellule et il se lamente qu'il n'a même pas vu la mer. Dans Fleur de béton, le personnage principal, c'est une jeune fille d'origine sicilienne qui s'appelle Rosa Maria qui tombe amoureuse d'un jeune qui lui fait un enfant sans vraiment être amoureux d'elle et il n'aime pas du tout. En fait, c'est vraiment, pour lui, c'est un accident et pour elle, elle est tout à fait dans sa rêverie que c'est l'homme de sa vie. Et finalement, le contexte est tel qu'elle est contrainte à avorter. Et finalement, pour elle, donc l'histoire l'abandonne à la fin sans savoir vraiment ce qu'elle va devenir, mais on comprend qu'elle prend le train pour quitter la cité. Et en fait, la première idée de fuite, c'est d'aller à la mer, notamment à Bora Bora, c'est vraiment l'opposé de la cité. Donc on imagine que le paradis ou l'antipode de la banlieue, ce sera finalement la nature, ce sera finalement la mer dans ces textes. Il y a
il y a un mot qu'on n'a pas encore dit hein, dans tout ce qu'on dit, c'est pauvreté. Quand même, hein. Moi, comment dire, j'aime pas aussi dire que c'est un livre de banlieue parce que le projet c'était de plonger dans le milieu des pauvres. Hein, parce que quand on dit 10 millions de banlieusards, il n'y a quand même pas 10 millions de pauvres. Voilà, on essaie à la Coupe d'Or. Zola, quand il écrit sur les pauvres. Et ce que Rosa Maria veut fuir, c'est pas la banlieue, c'est la pauvreté. Parce que la pauvreté économique, c'est aussi une pauvreté intellectuelle, sociale, tout ce qu'on veut. Hein, il y a aussi peut-être dans l'appellation de cette littérature-là, il faut introduire cet élément-là, autrement on ne comprend rien. Parce que c'est marrant, parce que tous les thèmes qui ont été évoqués là, hein, c'est des thèmes de l'être humain partout. La religion, c'est pas qu'une affaire de banlieue, hein, même, enfin, je veux dire, sur le BVR, il y a quand même une God we trust, donc c'est quelque chose qui est omniprésent. Hein, c'est pas les filles, c'est pas les autres thèmes qu'il y avait, mais il n'y a rien il n'y a rien de typiquement banlieusard. Oui, voilà. Voilà, de toute façon, la cité, c'était la ville dans. Au début même, vous parlez de quartiers, les quartiers, partout où il y a des villes, il y a des quartiers. À Neuilly, il y a des quartiers, hein, c'est pas facile. En France, en France, on mélange un peu tout, on parle des quartiers, on veut dire les quartiers pauvres. Et même, on parle de quartiers sensibles, ça veut dire quoi? Rien du tout. On ne veut pas dire pauvre. C'est le féminisme du monde. Oui, mais il faut être prudent avec tout ça, parce que si on change de prisme et si on parle de pauvreté au lieu de parler de quartier, déjà on parle d'autre chose. C'est que tous ces thèmes qui sont abordés là, la spécificité, c'est qu'ils s'inscrivent dans un quartier où les gens sont pauvres. Et là, ça change beaucoup de choses. On ne vit pas la religion de la même manière quand on est pauvre. Hein. Le musulman qui vient du Koweït et qui achète une villa dans le sud de la France, qui peut être très intégriste, c'est pas la même religion que celui qui va prier dans la rue. J'en ai vu une fois à la Villette. C'est pas la même pratique. Et c'est ça qui change. Et il faut en parler aussi. Alors la pauvreté, ça se retrouve en fait, je me demandais si vous étiez répartis les thèmes dans l'écriture ou si vous aviez croisé vos discours sur chacun des thèmes. Je me demandais un peu comment était structuré le livre. En fait, on se donnait des thèmes et on écrivait tous. Et ensuite, il y avait des textes qui se ressemblaient, donc on ne les mettait pas forcément. Et il y avait des textes où tout simplement on n'avait pas envie d'écrire, donc on n'écrivait pas et on se retrouvait avec moins de contenu et on choisissait ceux qui se ressemblaient le moins déjà. D'accord. Et qui étaient plus parlants. Alors c'était un projet collectif. Est-ce que Karim a aussi participé à un projet collectif où vous avez écrit des nouvelles et ça a été publié ensemble, précédé par ce manifeste? Est-ce qu'on peut écrire de façon collective? Parce qu'on a chacun son expérience, son regard, ça peut être une chose différente. Comment on peut publier quelque chose ensemble avec d'autres personnes et est-ce que ces voix, en fait, puisqu'il y a plusieurs voix, est-ce que ces voix qui se complètent, est-ce que c'est une voix plus représentative et plus authentique, plus certifiée par le fait que ça soit collectif, ou est-ce que aussi comment on organise pour être capable de démocratiquement décider que ce qui va être dit au nom de tout le monde qui a participé à ce Nous, on n'avait pas forcément ce problème, parce que la plupart en fait, toutes les voix sont véridiques. Il y a pas une qui est moins véridique que d'autres. Mais après, ce qu'on a mis en avant, c'est certainement le qualitatif. Et la puissance des mots qu'il pouvait y avoir
dans les écrits. Et après, il y a aussi Pascal qui nous a aidé à choisir quel texte on mettrait peut-être en avant sur différents thèmes. Mais comme je vous ai dit, il y a aussi le fait que il y a des thèmes où il y a moins d'écrits. Et tout seul, c'est éliminé d'un thème. C'est-à-dire que quand je ne voyais pas mon texte apparaître dans un thème, je comprenais. Je ne m'étais peut-être pas donné à 100%. Et parce que ce thème-là me parlait moins. Et donc on n'a pas eu de problème on n'a jamais eu de problème de déchirement, pourquoi il y a moins mon texte et pourquoi il y a plus l'autre. Non, il n'y a jamais eu... tout ce qui est fait naturellement. Non, je dois rentrer. Non, c'est juste, surtout, c'était pas... on se concurrençait pas dans, Voilà. dans les thèmes. Pour nous, je me souviens de Fabrice qui avait dit que, voilà, pour lui, c'était vraiment l'aboutissement d'un projet, mais aussi bien un projet qui peut être associatif, ou ça aurait pu être un CD, mais lui, voilà, il voulait vraiment garder ce livre-là, et il disait même que, voilà, c'est une sorte d'héritage pour moi que je pourrais léguer à mes enfants et dire, bah regarde, ton père ce qu'il faisait avant, ses amis c'était ceci, c'était cela, où j'ai vécu, ou ceci ou cela. Donc pour lui c'était plus après, les textes, c'est vrai que moi ça me faisait autant plaisir que ce soit un ou un autre, mais surtout, moi ce que je vais garder de l'expérience là, je sais même plus si c'est cette question-là que vous posez, mais c'est ça qui ressort, c'est que, et là je vais dire la cité, bon, peut-être que ça peut faire plaisir à l'esprit, mais c'est vraiment ça, c'est qu'on a du mal à se dire des choses, par exemple même le paragraphe des filles ou l'amour ou d'autres choses, ben, par exemple moi aussi, il y a des choses qu'il ne m'aurait jamais racontées s'il n'aurait pas écrit. Ou Gamal ou d'autres, et moi aussi. Et je leur ai dit à la fin du bouquin, quand on a lu, en fait, Pascal nous envoyait les textes de tous et de chacun, parce qu'on ne les avait pas. Eh ben, c'est vrai que j'ai lu des choses, mais que je n'aurais jamais deviné. Gamal avait vécu, ou comme s'il avait lu, ou ceci ou cela. Donc c'est vraiment, pour moi c'était vraiment ça la richesse du livre, c'est pas tant, je ne veux pas dire que c'est pas tant le contenu, parce que si, c'est important, mais c'est vraiment l'expérience qu'on a vécue à faire le livre, parce que c'est vrai que je pense que c'était 4 ans, moi je me souviens quand le livre est sorti, j'étais même pas en France, j'étais à Singapour, donc même quand j'ai écrit l'avant-propos, ils avaient décidé eux que j'écris l'avant-propos, et bon, j'ai tout vécu de très très loin. C'est quand je suis arrivé, c'était... Ça y est, le livre c'était déjà fini, on était déjà passé à autre chose, et surtout c'est vrai que c'était en décalé de ce qu'on racontait. Ouais. On avait écrit le livre, je pense qu'on Il y avait arrivait 4 ans, de la vingtaine, j'étais revenu, j'en avais 25-26. Voilà. Tout pareil. Donc, Voix collective. Nous, on avait tous, non pas tous, presque tous, déjà publié des livres de la fiction, enfin des romans. Vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés au Sénat, justement. On était invités à parler de ces sujets-là, tous ensemble. Et justement, c'est ça le... C'est qui vous a sélectionné? Toujours les mêmes sujets à la con qui reviennent, etc. On invite ceux qui ont sorti 2-3 trucs, il se trouve que c'était nous parce qu'il y avait une rafale. Ça, c'était intéressant, parce qu'on sortait tous un truc dans ce moment-là, un peu, voilà, fiction, etc. Donc un peu détonnant dans le paysage, très très vieillot, etc. D'habitude, pas vieillot, mais je veux dire, vélo, quoi, un peu sociologue, etc. Et donc il y avait un truc au Sénat où c'était, vous avez convié des artistes, des écrivains, à parler de ces sujets-là dans le sillage des émeutes, alors là de 2007 pour le coup, puisqu'on est déjà eu 2005 bien sûr, et situation à Villeneuve, etc. C'était cette séquence-là. Et on s'est tous retrouvés, évidemment, on disait exactement la même chose, tous autant qu'on était, quels que soient nos parcours, nos formations, machin, enfin, le constat était le même, les trucs étaient les mêmes, voilà, le refus de la politique, justement, au Sénat, toutes ces conneries, etc. Et à la fin, on s'est retrouvés, on s'est dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait, quoi? On a tous sorti des livres qui sont très différents, mais en même temps très semblables dans ce qu'ils disent de cette réalité-là, de ces réalités-là d'ailleurs, de la pauvreté à l'enfermement, du ghetto, en passant par le racisme, la discrimination, des trucs extrêmement positifs et très universels aussi, sur la sexualité, sur les systèmes d'amour, sur tout ça, bref. Mais avec des points de vue quand même, hein, des
situations et des points de vue, et des cadres et des contextes différents et particuliers. Et on se dit, bon, on va faire quelque chose, et donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est comme ça que c'est né. Donc, associons nos maigres forces vaguement littéraires, ou littéraires d'ailleurs, pour écrire ça. Et bon, on s'est tout de suite dit qu'il fallait faire des nouvelles, parce que sinon on allait se prendre la tête de façon invraisemblable. Alors là, c'est ce qu'on fait quand même depuis 2 ans et demi, puisqu'on écrit maintenant tous ensemble un roman à 14 mains. C'est évidemment un calvaire insupportable. 14 mains, c'est on est 7. 14 personnes, c'est qu'on écrit. Oui, alors effectivement, il y a 7 personnes, tout à fait. On joue pas au piano, mais quoi que non, ça dépend. Non, c'est terminé. Et du coup, donc on vient à 14 mains, et alors là, on essaye d'écrire quelque chose parce que la juxtaposition des textes, même si on s'est pas fixé de règles, pas de code particulier, il se trouve que voilà, les textes se faisaient écho et entraient en résonance les uns avec les autres fort naturellement. On était content de cette expérience, on voulait aller plus loin et essayer vraiment d'écrire un roman collectif, ce qui est là évidemment beaucoup plus compliqué. Donc c'est les mêmes... enfin un peu de choses près, le même noyau dur. Voilà, ça fait, je sais pas, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on est dessus, ça se termine. Et c'est génial comme expérience pour le coup. Enfin, ça, c'est un peu l'écriture automatique, mais il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'on prend la suite, on ne raisonne pas en chapitre. Ouais, c'est ça, on voit ce qui s'est passé, et hop, c'est parti, on imagine la suite, on se retrouve avec des trucs invraisemblables, genre le type qui arrive à Singapour, et qui dit, les gars, calmons-nous, on ne va pas pouvoir suivre le rythme là, à ce niveau-là, donc mais voilà, c'est une expérience collective, je ne sais pas si on la conduira, si on l'achèvera. Alors pour les nouvelles, comment vous avez fait? Est-ce que vous vous êtes fixé une limite des mots? Est-ce que les thèmes ont été... Non, on m'a dit, les gars, pas trop long, pas trop court non plus. Écrivons sur les thèmes on s'est juste un peu consulté en disant voilà, toi sur quoi à peu près quoi, la thématique. Mais il y a des redondances, il y a des mots, enfin des textes qui ne sont pas forcément bien, enfin, des grosses structures, des grosses césures entre 2 textes. Il y a la juxtaposition de ces récits, mais c'est pas grave, l'idée c'est qu'on ne se bride pas pour écrire. On raconte une histoire, évidemment, c'est fondamental. Une histoire relativement courte, donc qui traîne encore une nouvelle. Est-ce que le fait qu'il y avait un message politique, parce qu'il y avait ce manifeste politique qui a précédé... C'est bien après. Là, de longs débats sur le manifeste, où est-ce qu'on le met? Est-ce qu'on le met à la fin? Est-ce qu'on le met au début? Le rôle de l'éditeur aussi. Bon, il y a eu tout un tas de débats, mais qui sont venus après. L'essentiel, c'était d'écrire des nouvelles et de les rassembler sur des thématiques communes et en même temps très très générales, et avec ces différents points de vue, se faisant écouter. Et donc, le résultat de l'effort, donc le livre qui est publié, tu te reconnais vraiment là-dedans s'assumer, bien sûr. Alors non, c'est pas vrai du tout. Enfin moi oui, mais non, on a eu une catastrophe, pas exagérer, mais quelqu'un qui est parti parce que, il est fort légitimement d'ailleurs, hein, il refusait le manifeste. Voilà. Qui refusait qu'il y ait un manifeste au début et qu'il y ait cette ambition politique, cette ambition sociétale, disons, qui soit attachée au sujet, on comprend parfaitement, et qui du coup a laissé son texte, mais n'a plus souhaité s'engager plus avant, au-delà de cette aventure littéraire. Voilà, ce n'est pas du tout un clash, j'exagère, mais juste je m'arrête à l'aventure littéraire. Et puis après, il y a plein de trucs, hein, parce qu'il n'y a pas que ça. L'idée, c'est que ce soit un point de départ. Mais on a fait des tas d'ateliers littéraires, on s'est déplacé pendant 2 ans absolument partout, en organisant dans les lycées, dans les trucs des concours de nouvelles avec les MJC. Et l'idée, c'était vraiment, à travers c'était ça la démarche politique. Hein. C'était pas d'apporter la littérature, pas du tout, mais c'était de faire en sorte qu'on entre par nos récits, il y ait
voilà, que ça mobilise des énergies, que c'était formidable, parce que quand on arrivait dans des classes, on avait la chance, qui n'était pas toujours évident, hein, parce qu'il y avait vraiment l'éducation nationale qui bloque ce genre de truc, hein, c'est terrible, mais quand on avait la chance de se glisser dans un CDI ou dans une classe, et qu'on voyait des gosses tantôt à Chambéry, dans la campagne, enfin, en province rurale, vraiment, tantôt à Aubervilliers, qui disaient putain, mais on ne savait pas que vous, là, les blagues, les machins, les rebeux, etc., vous écrivez des livres, et comment vous avez fait, mais qu'est-ce que vous foutez à écrire des livres, pourquoi? Et ils parlent de quoi vos livres, et ils lisaient, on faisait des ateliers ensuite, et c'était fantastique ce truc-là, c'était vraiment fantastique. C'était ça aussi l'idée de ramener des gens vers l'écriture d'eux-mêmes. Voilà. Et peut-être une dernière question pour finir. Alors, donc, le message politique, ou en fait le discours qui s'oppose au discours médiatique qui sont souvent tort aux gens de la banlieue, est-ce que ça fait bon ménage avec la littérature? Donc est-ce qu'on peut être à la fois politique ou engagé et toujours avoir une vocation littéraire? Donc est-ce qu'il peut y avoir de l'art pur? Est-ce qu'il y a aussi, parce que je pense que dans certains cas, donc dans votre cas certainement, si ça a été classé en sociaux, ou si ça peut en fait être étudié en sociaux, c'est certain parce que en fait, on est souvent là à se poser la question, donc les gens sont souvent là à se poser la question, comment, qu'est-ce qui se passe en fait vraiment dans la banlieue, comment est la vie là-bas, parce que finalement, ce qu'on entend, c'est toujours juste des histoires dans des émeutes, etc. Donc finalement, quelque part, vous avez cette force qu'on peut vous lire comme des voix authentiques, parce qu'en fait, vous êtes là, vous avez vécu là, vous avez un vécu que vous exprimez, c'est pas... Donc quand c'est à la voix de la littérature, on peut dire que l'écrivain a inventé, Karim a fait Sciences Po, il écrit à la première personne l'histoire d'un terroriste, on sait bien, c'est ce qu'on pense que lui n'est pas un terroriste lui-même. Il y en a qui ont eu un petit donc, ce qui donne la force de ce livre, c'est certainement qu'il y a un vécu qui s'exprime à la première personne et que c'est la force d'un témoignage, alors que en fait vos livres agissent sur un autre mode. Est-ce que on peut agir sur la société par ces moyens, ou est-ce que ça peut être un but de la littérature ou de l'écriture d'agir sur le monde? Moi je pense qu'on n'écrit pas impunément, et que écrire c'est s'engager, et s'engager c'est faire de la politique. J'entends par politique, pas militer dans un parti, défendre des options sur la sécurité sociale ou que sais-je encore. J'entends contribuer d'une certaine manière, avec un point de vue sur les choses et sur le monde, une représentation du monde, avec une dimension universelle, au cours des choses, et donc au débat public et à ce qui se passe dans la société. Fondamentalement, la littérature, même pour ceux qui s'en défendent, qui s'en sont toujours défendus, la littérature a une voix politique, de ce point de vue-là. Et que même le récit le plus neutre et anodin possible, dès lors qu'il est accouché, pour le coup, qu'il est livré au public, qu'il y a des lecteurs qui interviennent et des interactions qui se produisent, et une participation qui se fait, on contribue à faire société, quoi, effectivement à déployer des idées, et je pense que c'est génial, et c'est ce que j'aime beaucoup. Après, ça dépend, on place le curseur. Il y en a qui le placent très très haut en littérature engagée, font des textes fiction qui sont extrêmement politiques au sens radical du terme, subversifs. Il y en a d'autres qui n'ont pas conscience, je ne pense pas, mais qui ne considèrent pas qu'ils font de la politique et qui considèrent que la dimension artistique prime. Bien sûr, elle prime toujours, c'est de la littérature, c'est un art, mais qui en font quand même. C'est après une question de personne. Ouais, pour répondre à la
question, parce que je partage ce que Karim dit. Je prendrais. Je fais du roman. C'est une forme que j'aime beaucoup. C'est une forme qui est très jeune, en vérité. Le roman, c'est un produit de la révolution industrielle, donc c'est le 19e siècle. C'est un genre qui est auto-centré, qui permet de mettre en lumière des individus et leur milieu. Je reprendrai Zola comme exemple. Germinal. Germinal, c'est quoi? C'est l'entier qui quitte Paris, qui arrive dans le nord. Il arrive dans la mine. Autour de l'entier s'illumine la mine qui, au 19e siècle, est le milieu des mineurs, on ne le connaît pas. Donc, Zola nous montre la mine autour de l'entier qui agit comme une espèce d'ampoule. À la fin, l'entier part, on oublie la mine, mais les 500 pages nous ont montré ce qu'était la mine. Voilà. Et moi, ce que je fais, c'est ça. C'est politique, peut-être, mais je ne me pose pas la question. Ce que je fais, c'est ça. Je mets des personnages en scène. J'essaie de les mettre en scène en l'écrivant du mieux possible, mais effectivement, j'ai envie que le lecteur les voit dans leur milieu, qu'ils partagent leurs sentiments, et ainsi de suite. Voilà. Et est-ce que c'est politique? Je ne sais pas, mais j'aime ça et je le fais. Non, mais non, moi je me souviens d'une anecdote, c'était vrai quand le livre il était sorti, et qu'on nous a dit que c'était politique, je me souviens, on s'y refusait à se dire qu'on faisait de la politique, parce que c'est vrai qu'on ne connaissait rien, et on dénonce un moment, je crois, c'était dans un débat qui est retranscrit par Pascal, on dit que de toute façon c'est tous des voleurs, c'est tous des bandits, et enfin, et quand je dis c'est vrai, non, c'est pas c'est vrai, je suis pas en train de dire que c'est tous des bandits, mais on s'y est refusé, Pascal nous a dit non, qu'à un moment, quand on écrit, et je l'entends, c'est qu'à un moment, moi en tout cas oui, écrire c'est un moment, c'est dire qu'on est là, et on porte une voix, et cette voix-là, ben, à un moment, il y a des gens qui vont se placer d'un côté ou de l'autre. Et même nous, en parlant, on se place d'un côté ou de l'autre, ben, forcément, sans le savoir, oui, on fait de la politique. Donc, on l'a accepté, même si on n'a pas voulu, et c'est sûr que oui, à un moment, quand on écrit, on se positionne, et se positionner, c'est malheureusement faire de la politique, même si on n'aime pas ce mot-là, il faut l'accepter. D'accord, donc on pourrait s'arrêter là, mais peut-être qu'il y a encore des questions dans la salle. Donc je vous laisse la possibilité de poser des questions si vous en avez. Oui, donc moi il y a plusieurs choses en fait, qui m'ont interpellé. Par exemple, en fait, on trouvait il a été difficile de définir ce que c'était en fait la littérature de banlieue. Et je me demandais si en fait on ne pouvait pas substituer le mot banlieue par hip-hop, parce qu'en fait c'est un peu la tendance aujourd'hui, dans le sens où en fait on est dans un courant, et en fait le courant actuel c'est plutôt le hip-hop. Parfois c'est vrai qu'on va remplacer ça par urbain aussi, on va prendre urbain, mais je pense en fait, voilà, donc la question c'est vraiment, la première question c'est est-ce que en fait la définition de ce type de littérature, si on disait voilà c'est la littérature hip-hop, ça me convient mieux, c'est la première chose. Et après en fait quand vous aviez abordé le fait que très souvent on est auteur, et parce qu'on est noir on est mis dans une certaine catégorie de littérature. Je me dis que c'est vrai, mais en fait on peut le voir aussi différemment. Je pense à tous ces écrivains qui sont au Canada, qui parlent le français canadien, ou ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui parlent le français plutôt africain. Et